Et notre conférencier invité, c'est Alexandre Baker qui vient de la Ville de Québec. Donc, il va nous parler des infrastructures vertes pour améliorer l'eau de ruissellement rejetée au lac Saint-Charles, quels sont les défis rencontrés et les moyens pour les surmonter. Et M. Baker est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional de l'Université Laval. Il travaille depuis 2009 à titre de conseiller environnemental à la Ville de Québec, où il intervient dans des dossiers en lien avec les milieux hydriques, la gestion durable des eaux de pluie et les pratiques d'urbanisme durable. Mais en fait, c'est pas marqué dans ta bio, mais il y a quelque part, là aussi, tu es le responsable des phytotechnologies pour la Ville de Québec. Moi, je trouve que c'est quand même un titre glorieux. Alors, une belle main d'applaudissements pour Alexandre. Attends un petit peu. Changer les diapos, c'est le vert ici, le pointeur, c'est-tu le... Oui. Le micro ici fonctionne. Moi, je vais rester ici, oui. Ouais, t'es sage, Parfait. c'est bon. J'ai appris avec M. Cherki qu'il peut avoir des ratés avec le micro. Puis c'est Daniel qui dirige le temps, c'est ça? Je vais mettre mon chrono aussi parce que c'est dur le temps. Puis je suis un peu comme volubile comme M. Cherki, où je m'étire un petit peu aussi. Alors, je vais mettre mon chrono aussi, là, vous me permettrez. C'est aussi un petit peu, ben c'est super intéressant. Merci beaucoup de la belle présentation et du titre que tu me donnes, Louise, de responsable des phytotechnologies. C'est certain que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Alors, sans plus tarder, je vais y aller. Puis d'ailleurs aussi, petite parenthèse, passer par M. Cherki, c'est un peu intimidant, conférencier d'honneur, mais il a mis la table sur des éléments qui vous allez pouvoir faire des liens parce que vraiment, là, moi, je suis à l'échelle de la municipalité, donc tout le cadre théorique que M. Cherki a mis, c'est vraiment la réalité qu'on vit, mais là, je vais essayer de vous la présenter et faire des liens avec appliqués à la ville. Fait que merci beaucoup. Excusez-moi pour la petite intro, mais je vais juste repartir ça parce qu'il y a beaucoup de diapos, puis je vais faire ça vite. OK. Donc, comme on disait, infrastructure verte pour, en fait, je vais regarder plutôt à l'écran ici en bas, infrastructure verte pour la gestion des eaux pluviales dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Pourquoi qu'on s'intéresse à ça? Ben avant, dans le fond, je vais vous l'expliquer dans la petite mise en contexte le pourquoi. Je vais vous présenter quelques projets d'infrastructure verte qu'on a réalisés dans le bassin versant du lac. Et justement, on parlait de présenter les défis et les moyens surmontés pour les surmonter dans le cadre de la réalisation de ce type de projet-là dans le bassin du lac Saint-Charles. Puis je vais conclure. Donc, au niveau de la mise en contexte, ce que vous pouvez voir sur la photo, en fait, c'est la proximité du tissu urbain, genre périurbain, je devrais dire, avec le lac Saint-Charles. Ce qui est intéressant, donc, c'est une vue de drone là, avec un des aménagements. Vous allez voir, on comprendre après pourquoi. Alors, c'est que le bassin versant du lac Saint-Charles, ce qui est très intéressant ici, excusez-moi, c'est que le lac, en fait, se trouve être le principal réservoir d'eau potable de la ville de Québec. C'est... C'est... Mettre ça à l'abri. Donc, ça fournit 53% de l'eau qui est destinée à la consommation des citoyens. C'est aussi beaucoup de municipalités sur l'ensemble du bassin. La prise d'eau de la Ville de Québec se situe ici. Donc, il y a les limites du bassin de la prise d'eau, puis les limites du bassin du lac. Donc, le lac étant un environnement lacustre, là, c'est un peu plus sensible, disons, quant à sa protection et son évolution dans le temps. Donc, plusieurs occupations humaines sur le territoire qui amènent un lot d'impact. Donc, les impacts, ben là, M. Cherki en a parlé rapidement, là, mais on va passer vite là-dessus. C'est que l'idée, c'est que en changeant les caractéristiques d'imperméabilisation du sol dans un bassin naturel versus urbanisé, on a un désordre sur le cycle hydrologique, donc ça change au niveau de la quantité et de la qualité de l'eau. Donc, il y a un apport, un ruissellement qui amène un apport de contaminants et de polluants au milieu récepteur. Puis, comme on avait vu en entrée de jeu avec M. Cherki, il y a un réseau unitaire, réseau séparatif. Donc, quand on parle du pluvial, l'eau pluviale, dans le fond, est rejetée au milieu récepteur. Donc, c'est de l'eau qui est rejetée dans l'environnement. Donc, dans ce cas-ci, c'est rejeté directement au lac Saint-Charles, qui est notre principal réservoir d'eau potable. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est après certains épisodes où est-ce qu'on a observé une détérioration de la qualité de l'eau du lac, on a eu différentes études qui ont été menées, notamment avec le partenaire Agiro sur le territoire de la Ville de Québec, auquel, dans le fond, on s'est intéressé à étudier la qualité de l'eau des différents affluents, donc que ce soit des fossés, des exutoires, des ruisseaux. Donc, vous pouvez voir sur la carte à votre droite là, la qualité de l'eau des différents tributaires, des différents donc, affluents là, et tout ça.
Donc, on voit que plus on est dans le sud, donc plus urbanisé, plus la qualité de l'eau est mauvaise ou douteuse. Donc, tout ça, finalement, des influences réelles là, sur le lac parce que l'imperméabilisation, elle affecte aussi le pH, la chaleur aussi, ça réchauffe l'eau. Donc, c'est tous des stresseurs, des perturbateurs, finalement. Donc, ça entraîne son lot d'effets, là, éclosion de nano, plus de plantes aquatiques, le réchauffement des eaux, puis ben, malheureusement, un vieillissement accéléré du lac, là, une eutrophisation qui est en cours. Mais le lac se maintient parce qu'on a réalisé beaucoup de projets depuis, excusez-moi, un certain nombre d'années. Puis tout ça, ben, depuis les dernières années, il y a eu de la littérature aussi, puis des retours d'expérience ou de- des, des études qui ont démontré qu'il y avait aussi des liens potentiels entre l'état des lacs et les changements climatiques, notamment sur l'eutrophisation, comme je disais, ou l'acidification et tout ça. Donc, au niveau de ça, c'était comme la problématique, là. Dans le fond, suite à cette prise de conscience-là et aussi les résultats qui sont probants, on a donc décidé, comme organisation municipale, pour protéger notre prise d'eau, de s'attaquer à différentes thématiques, un ensemble d'actions qui sont menées depuis un certain nombre d'années, comme je disais. Moi, je suis à la ville depuis 2009. Puis en 2009, déjà, le premier dossier sur lequel j'ai commencé à travailler, c'était la transformation des fossés, puis tout ce qui touchait finalement là, les apports d'eau, justement, au lac Saint-Charles. Donc, on a décidé d'agir pour finalement contrôler les apports en sédiments et autres polluants, parce que les polluants s'attachent aux petits sédiments. Donc, en attaquant le contrôle des sédiments, on fait un gros coup sur le transport des polluants aussi. Donc, on voulait aussi réduire les surfaces imperméables. Comme je disais, il y a aussi un lien sur sur les eaux pluviales, là, la qualité-quantité, mais il y a aussi les autres effets, là, le pH, la température, tout ça. Donc, on s'est mis à réaliser différents projets en matière de gestion des eaux pluviales. Donc, M. Cherki l'a dit, je vais passer vite là-dessus, mais il y a différents objectifs par rapport à la gestion durable des eaux de pluie. Ça se fait par des mesures. Donc, les mesures, c'est vraiment de dire, on fait des là, on va utiliser la terminologie. On fait des PGO, des infravertes, des techniques alternatives, des solutions pour des nature, etc. Fait que tant se peut que j'utilise différents termes, mais l'idée, c'est de faire des infras en quelque sorte, mais il y a aussi les stratégies. Toutes les stratégies qui touchent à, finalement, limiter l'imperméabilisation des sols. Donc, réduire la largeur des chaussées, réduire la longueur des rues, maintenir le couvert végétal, en tout cas, toutes sortes de techniques qui sont plus aux nouvelles à l'échelle de la stratégie pour limiter l'imperméabilisation, donc agir plus sur le bobo au départ, là, ou la source du problème. Puis, ben, ces mesures-là, ces stratégies-là, ça n'a pas juste des impacts bénéfiques, là, d'avoir même quantité, même qualité après développement, là, donc de mimer le cycle hydrologique naturel, comme on parlait tout à l'heure, comme l'approche en Australie, puis je pense que c'est pas mal ce qui est mené partout. Donc, c'est que ça a des bénéfices aussi, comme on l'a vu, sur d'autres trucs sociaux, économiques, environnementaux, là, lutte aux îlots de chaleur, prenons celui-ci, biodiversité, par exemple. Donc, j'arrive à la section 2. Combien de temps, excusez-moi? Le téléphone tombe en veille, 6 minutes, ça va. Merci beaucoup. Donc, au niveau des projets, dans le fond, on a réalisé un certain nombre de projets dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Il y a eu depuis donc 2012 jusqu'à récemment. On a terminé en 2022 le dernier projet. On a réalisé différents projets pilotes et différents projets d'envergure que je vais vous présenter rapidement. Donc, au départ, les projets pilotes, 3 premiers projets pilotes, c'est des petits projets qui ont servi, je pourrais dire, à faire un peu la main sur, si vous vous rappelez ce matin, tout à l'heure, M. Cherki parlait des acteurs, puis des processus, puis des argents. Donc, on était beaucoup plus dans connaître un peu la gouvernance, là, le qui fait quoi, puis si on veut agir, comment qu'on va agir, parce que là, on avait un enjeu d'agir, pas nécessairement parce qu'il y avait un problème avec le système pluvial sur la fonctionnalité et ou sur l'état, mais c'était plus d'agir sur le système des eaux pluviales pour ultimement avoir un effet bénéfique, ralentir le vieillissement du lac Saint-Charles.
Donc, on est venu optimiser un fossé par l'ajout de seuils, de végétalisation. On a aussi profité d'un projet d'opportunité où est-ce qu'on a dit, bon, ben, les puiseurs qui sont là, tant qu'à ça, tant qu'à refaire, il y avait des belles petites bavettes d'asphalte qui amenaient toute l'eau avec les sédiments directement dans le puiseur. Ben là, on a dit, on va les enlever, on va rehausser le puiseur, on va peut-être végétaliser un petit peu autour, voir comment l'acceptabilité sociale des gens, est-ce que les gens vont se l'approprier, etc. Fait qu'on a fait des petits projets pilotes comme ça. Après ça, on a eu un projet pilote un peu plus costaud là, sur un petit tronçon de rue. Fait qu'après ça, on est parti avec une partie de ce petit bagage-là pour aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a parti le projet Marais-Bellevue, que peut-être certains ou plusieurs connaissent ici. Ce projet-là, vous verrez pourquoi après. Donc, à votre gauche, vous voyez justement à l'image l'eau turbide qui arrivait de l'affluent. Donc, c'était un des bassins les plus problématiques. C'est qu'il y avait un mélange des eaux, notamment d'un fossé, qui n'est pas, il s'appelle fossé, mais c'est un cours d'eau. Donc, le cours d'eau amenait de l'eau vers le petit noyau, là, disons, urbain qui était là, bien urbain. Et les eaux étaient mélangées avec les eaux de voirie. Donc là, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu déconnecter tout ça. On a joué un petit peu dans la plomberie, puis on a récupéré un grand terrain qui était vacant, qui était voué à d'autres fins. Et là, ben, ça a été toute une saga d'obtenir finalement ce terrain-là, de l'acquérir, puis de développer un projet qui est finalement une succession d'ouvrages. Une succession d'ouvrages dans lequel finalement le réseau pluvial détourné, les eaux sont dirigées dans d'abord un fossé de décantation, le surplus dirigé donc vers l'aire de biorétention et ainsi de suite, de l'aire de biorétention vers un bassin à retenue permanente, lequel, dans le fond, aussi a une fonction vraiment pas juste paysagère, là, mais écologique et phonique même, parce que c'est vraiment, il y a une présence d'eau en permanence. Et si jamais il y avait trop d'eau, ben, au lieu d'être dirigé vers le lac simplement par un exutoire, on a créé une espèce de trop-plein de dissipation. Donc, c'est un fossé qui est plutôt qui longe l'ouvrage, puis il déborde sur toute sa longueur. Donc, c'est vraiment un petit filet d'eau qui passe à travers la bande riveraine. Donc, au niveau du Marais Bellevue, ben, dans le fond, ça a été récompensé ici par la Société québécoise des phytotechnologies en 2021. C'était quand même un projet plutôt quand même d'envergure, comme vous avez vu avec les éléments, là, quand même 6 000 végétaux plantés notamment, 3 hectares de terrain renaturalisé. Au niveau du réaménagement, maintenant, dans 6 rues. Dans le fond, c'est qu'on est venu faire en 2019 ou 2020 au même moment. Il y avait une situation de tout à l'égout pluvial, justement, où est-ce qu'on est venu retirer finalement le système d'égout qui était en place, le système classique, par un système de noues. Donc, on a retiré bordure, puisard et tout le tralala pour faire le réseau constitué finalement de noues végétalisées d'infiltration avec conduite perforée, puis ces sueurs de chaussée, comme on respectait finalement l'emprise municipale. Puis tout ça, ça a été aidé et financé là, partiellement là, par le programme PGDEP. Essentiellement, donc, ça a donné lieu à ce type d'aménagement-là en cours avant. Donc, vous verrez par la suite un des défis, l'acceptabilité sociale. Donc, on avait quand même ici réalisé sur ces 6 rues-là 1850 mètres linéaires de noues végétalisées. Il y a eu 14 000 végétaux plantés, 22 espèces à peu près. Après ça, projet suivant, 4 rues. 4 rues sur lesquelles, dans le fond, c'est un peu la même pratique. Sur 2 de ces rues-là, on a fait le même type d'aménagement. 2 autres rues, on a fait des aménagements un petit peu différents, dont notamment le chemin de la Passe. Le chemin de la Passe, c'est aussi un beau défi en termes d'urbanisme, en tout cas pour une municipalité. On a fermé un tronçon de rue. Grosso modo, là, il y avait un tronçon de rue supplémentaire, puis il y avait un pont qui traversait un petit ruisseau qui, lui, se directement rejeté au lac. Là, on était collé au lac. Donc, on est venu justifier le besoin, bien, qu'il n'y avait pas de besoin de maintenir ce tronçon de rue-là. Donc, on a déminéralisé la rue. On a créé notre aménagement à même l'ancienne chaussée, finalement. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est quand même 375 mètres de déminéralisation. Puis, dans ce projet-ci, on était à 1805 mètres carrés de nous végétalisés. Donc, défi moyen, je ne sais pas combien de temps, M. Boudreau? 2 minutes? OK. Ça va trop vite. Donc, au niveau des défis, dans le fond, au niveau de l'acceptabilité sociale, de passer du tout à l'égout vers une gestion de surface, vous comprendrez donc que
Bien sûr, au départ, c'était les séances d'information. Les lettres aux citoyens, les citoyens avaient différents enjeux à nous soulever. Donc, on a fait cette rencontre-là. Durant la période des travaux, aussi, on a évité la perte d'arbres. Donc, on a transplanté certains arbres. On a aussi fait en sorte de minimiser l'impact, en fait. Après les travaux, finalement, on a fait certains travaux correctifs. On a aussi changé certains végétaux parce que finalement, on a testé certains végétaux. Puis il y avait certains végétaux qui étaient soit trop hauts ou il y a eu de la mortalité un petit peu. Après ça, au niveau des acteurs, bien sûr, il y a toute la question de maintenir des partenariats de recherche, de faire l'étalonnage, de tout faire le partenariat avec les organismes du milieu, justement, les organismes du milieu sont près des gens, donc c'est un bon allié, finalement, pour une municipalité. On a pu aussi faire clairement le monitorage après les travaux pour suivre la performance de nos ouvrages et diffuser ces résultats-là afin de justement démystifier certains trucs. Autre truc, c'est la conciliation des usages et des besoins dans l'emprise. Donc là, comme on avait vu tout à l'heure, la multiplication des acteurs dans l'emprise municipale. Alors, on a créé une équipe multidisciplinaire en 2018 dans laquelle, finalement, pendant toute l'idéation du projet et la conception, on s'est assis ensemble, toute l'équipe, autant de travaux publics que de conception d'environnement, d'architecture de paysage, etc. Puis, on a regardé les plans au fur et à mesure, jusqu'à temps que finalement, on aille en construction. Après ça, on a fait des visites de terrain, tous les mêmes acteurs, tout le monde était allé voir l'état des travaux. On a fait des rétrospectives, des post-mortem pour justement qu'on soit en mesure, tous et chacun, d'avoir une expertise qui évolue dans le temps, ensemble, puis qu'on puisse innover pour amener des projets encore plus loin, finalement. Autre élément qui clairement, c'est les outils, les normes, les processus, les responsabilités sont mal adaptés ou simplement absentes parce que, justement, on est dans une gestion intégrée, on change de paradigme, c'est des nouvelles méthodes, des nouveaux ouvrages. Donc, clairement, on se retrouve à être obligé, finalement, dès le départ, l'étude hydraulique qu'on fait pour un type d'ouvrage comme celui-là, il y a plein de petites particularités que si c'est des infravertes qu'on cherche l'infiltration, c'est pas prévu. Donc, il faut les prévoir dans les ordres. Au niveau de la conception, c'est pareil, il faut se donner des critères de conception pour faire ce type-là. Puis, au niveau des travaux, c'est pareil, la séquence des travaux d'un entrepreneur pour faire un ouvrage de gestion des eaux pluviales, un système, là, si on fait des infravertes, c'est pas exactement la même séquence aussi. Fait qu'il faut dicter ça dans l'appel d'offres. Fait qu'il y a toute cette... il y a la question des végétaux. Quand on fait un projet, puis c'est 14 000 végétaux, c'est pas nécessairement disponible rapide. Fait qu'on doit faire une précommande. Fait que là, on a réussi à négocier une espèce de précommande avec l'entrepreneur. Finalement, il fallait réviser aussi des activités parce que ça rentrait pas dans le calendrier. Après ça, après les projets, finalement, il y a toute la question des études de sol. Ça aussi, en quelque sorte, on a des projets qui sont normalement faits ou avec des études de sol qui nous sont fournies en amont des projets, mais ces études-là ne donnaient pas les informations nécessaires pour nous dire, justement, à quelle hauteur se trouve la nappe, c'est quoi exactement, comment qu'on peut. Fait que là, on a travaillé avec les gens en géotechnique à l'interne pour dire, maintenant, notre besoin, quand on a des ouvrages de PGO ou d'infravertes, pour les études de sol, c'est ça nos besoins. Donc là, à l'interne, ils ont changé un petit peu fait que là, maintenant, on a comme le petit coche à cocher PGO. Là. Fait que là, ils font l'étude avec nos besoins. Puis toute la question du cycle de vie de l'actif. Là, c'est des nouveaux actifs, il y a comme un momentum. Puis là, il a fallu faire un point d'arrêt puis dire, nous, comme organisation municipale, justement, comment on veut maintenir ce patrimoine-là, puis comment on va définir les rôles et responsabilités de chacun. Donc, depuis un certain temps, on a créé l'année passée un plan d'action. Puis là, les actions sont en cours. On s'est aperçu que là, vu que le momentum est tellement vite, on a révisé un petit peu les échéanciers. Là. Quand on se donne un plan d'action dans 5 à 10 ans, là, oups, ça ne marche pas. Là. Fait que là, on raccourcit les actions. L'entretien estival, hivernal, mal adapté. Ça, clairement, au niveau des entretiens, on l'a vu là, quelle équipe doit faire quel type d'entretien. Est-ce que c'est sur... merci. Est-ce que c'est sur, comme on l'avait vu, à la fois sur le végétal, comme sur l'entrée d'eau, la plomberie, mais là, c'est le partage un peu de tout ça.
Il y a tout le manuel d'inspection qu'on demande aux concepteurs, mais là, on doit le prendre, on doit le mâcher, on doit le mettre dans notre base de données géomatique, on doit identifier les polygones. Mais cette information-là, vu qu'on travaille avec du vivant, ben, des fois, avant, dans le civil gris, je pourrais dire, bien qu'elle arrivait, puis qu'on la saisissait, une fois que c'était mis sur la carte, ben, il ne pouvait pas y avoir d'erreur ou d'impact sur les projets parce que c'était du non-vivant. Mais là, finalement, à cause du vivant, ben là, le décalage est trop long. Fait que là, on essaye de donner toutes les informations plus en amont des gens, même si on n'a pas reçu les plans finaux, même. Fait qu'il y a tout un processus de formation puis d'information. Donc, pour conclure, c'est une approche transformée, clairement, comme vous avez vu, nouveaux acteurs, nouveaux puzzles. On s'est adapté, on a innové dans nos pratiques, nos méthodes. Il faut communiquer efficacement avant, pendant, après, et ça pour tous les acteurs, autant à l'interne qu'à l'externe, qu'avec les citoyens. La multidisciplinarité, comme vous avez, ben, comme vous devenez, c'est clair que c'est dès l'idéation jusqu'à l'entretien. L'étroite coopération avec le consultant, c'est nécessaire. L'expertise, la partager à l'interne, puis des opportunités, autant de partenariats avec les organismes du milieu, les partenariats de recherche, les incitatifs financiers fiscaux. Il faut avoir des leviers pour faire ce nouveau type de projet-là. Alors, quelques recommandations, ben justement, là, accroître la formation, faire la connaissance et connaître les résultats de suivi. D'ailleurs, on a des champions de Lyon sur la photo, si M. Cherki peut le reconnaître. Donc, effectivement, là, développer autrement avec les promoteurs, fait que c'est aussi par les promoteurs, c'est former les promoteurs, parce que c'est eux qui développent en grande partie la ville et développer des partenariats. Alors, merci de votre écoute. Comme M. Cherki disait tout à l'heure, c'est vraiment multiple échelle, multiple aménagement. Ça peut s'insérer dans plein de milieux. Fait que merci beaucoup. Merci aux collaborateurs.